Radio J. À contre-courant avec Michel Zerbib. Bonjour Michel. Bonjour Léa. Ensemble, Michel, et avec nos invités, nous allons parler des femmes. Ces femmes qui ont été victimes lors du carnage du 7 octobre. Et à mesure que l'on écoute, les ex-otages, de plus en plus de témoignages font état de violences sexuelles exercées par le Hamas lors de ce samedi noir en Israël. Des films également transmis par les terroristes eux-mêmes nous ont tous choqués. Alors, nous allons en parler dans un instant avec nos invités. Je voudrais juste avant alerter nos auditeurs, les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, que les mots que nous allons utiliser dans la prochaine demi-heure sont de nature à choquer des enfants, des adolescents. Alors, il faudrait les éloigner. Sachez que vous pouvez nous écouter à partir de cet après-midi en podcast seul, entre adultes. Il est préférable de cela. Voilà, c'est une chose que je voulais préciser. Oui, c'est une mise en garde, vous avez raison Léa de le dire ce matin, où toutes les éditions d'ailleurs depuis le 7 octobre sur Radio J, que ce soit la matinale, la matinée et l'après-midi, sont consacrées à ce qui se passe, la guerre, ce qui s'est passé le 7 octobre et les conséquences. Et ce matin, il était extrêmement important sur Radio J, et on aura l'occasion de le refaire, de revenir sur ces crimes très particuliers qui ont été commis, crimes contre l'humanité, qui ont été commis contre les femmes. Oui, ce sont des termes qui sont déjà suffisamment difficiles à dire. Alors, on imagine à entendre pour des enfants et des adolescents, ça peut être de nature à traumatiser. Alors, nos invités pour en parler ce matin, Arlette Zilber, qui est une femme engagée et qui est féministe et qui nous parlera bien sûr de son ressenti à partir et pour ce 7 octobre 2023. Et puis, elle nous parlera également des institutions, des organisations féministes dans un instant. Bonjour Arlette. Bonjour Léa. Face à vous Arlette, maître Galina Elbaz, qui est avocate et vice-présidente de la LICRA. Bonjour à vous. Bonjour Léa, bonjour Michel. Alors, on va peut-être commencer par une question qui s'adresse à vous deux. D'abord, peut-être vous présenter votre parcours, votre engagement, votre combat pour les femmes, et puis nous dire votre ressenti concernant ce 7 octobre et ces crimes contre les femmes. Arlette. Alors, pour simplifier, parce que le but c'est pas d'être auto-centré. Pour simplifier, moi je voudrais dire que je fais partie quand même d'une génération de femmes qui a bénéficié de plein d'acquis des mouvements féministes. L'avortement, puisque ma génération a été la dernière à avorter clandestinement. Donc c'est quelque chose qui quand même a marqué toute une génération de femmes. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, je fais un grand saut. J'ai été militante associative. J'ai été élevée par des parents qui étaient impliqués dans la communauté juive. Notamment au cercle amical, ex-Bund, ex-Skif. J'ai participé à des colonies de vacances du Clège au château de Corvol. Et donc c'est quelque chose qui m'a marqué, puisque un milieu très laïque. Et moi j'ai fait le lien entre la laïcité et le féminisme. Ça, c'est une des premières choses importantes pour moi. La deuxième chose, j'ai été pas complètement par hasard, mais j'ai été mère adjointe chargée de la petite enfance. J'étais chez les Verts à l'époque et j'ai été responsable nationale de la commission féminisme des Verts. À ce titre, j'ai rencontré beaucoup de mouvements féministes et notamment j'ai été à la réunion, la première réunion où s'est formé Oser le féminisme. J'y étais en tant qu'observatrice. Et donc, depuis des années, j'observe ce qui se passe dans les milieux féministes. Et dernièrement, j'ai cofondé un réseau laïque, féministe, universaliste, qui s'appelle aujourd'hui les Citadelles, avec un E majuscule pour le L. Et à ce titre, j'ai également écrit un article « Merci les Iraniennes », puisque je suis très engagée à soutenir le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Alors voilà pour vos présentations, Arlette Zilberg. Nous sommes aussi en compagnie de Galina Elbaz. On vous a présenté comme des femmes engagées. C'est un terme que j'imagine vous acceptez, puisque vous êtes vice-présidente de la LICRA. Mais vous êtes engagée en tant que militante. Militante de quoi aujourd'hui ?
Alors, oui, c'est un terme que j'accepte et que je revendique. Je suis une avocate, oui, engagée, une femme militante et je suis pas de la même génération Carlette, je suis de la génération d'après, mais pour parler, non pas de moi, mais du parcours, parce que qui fait sens et écho avec ce qu'on vit aujourd'hui, je suis de la génération des femmes avocates juristes, du plus jamais ça, et du comment construire une société internationale de défense des droits de l'homme. J'ai une formation dans la protection des droits de l'homme et des droits fondamentaux, j'ai une formation en droit humanitaire. Et pour vous dire que pour moi, ça avait du sens, c'est ma formation. Donc je deviens avocate, comme j'aurais pu être une activiste de terrain dans l'action humanitaire. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'effectivement, ma génération de juristes, années 90-2000, on était des pleins de foi, des femmes pleines de foi, des bâtisseuses de la protection internationale des droits de l'homme. Les droits de l'homme, aujourd'hui, moi j'ai plutôt tendance à vouloir dire les droits humains parce que ça inclut les femmes et c'est très important pour moi d'inclure les femmes même dans la sémantique. Les droits de l'homme pour toutes et universellement reconnus. C'est pas les droits d'ici des femmes et les droits différents là-bas. Et c'est ce pari-là que moi j'ai fait en devenant juriste avocate et aujourd'hui ça se concrétise dans mon engagement pour la LICRA qui est Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. C'est pourquoi aujourd'hui sur ces sujets particuliers des violences faites aux femmes en Israël, nous sommes présents et je suis présente. Alors, peut-être mettre des mots. Vous n'avez pas encore parlé du 7 octobre. Je crois qu'on peut commencer par mettre des mots, et ces mots-là qui sont difficiles à dire, mais comment est-ce qu'on appelle ces crimes? On parle de crimes sexuels, on peut développer, mais quels sont les mots qui correspondent le mieux à ce qui s'est déroulé le 7 octobre? Alors, de mon point de vue, d'ailleurs, il y a eu une pétition féminicide de masse. Pour moi, non. Pour moi, non. C'est clair. Pour moi, les personnes qui ont été visées, elles ont été visées parce qu'elles étaient juives. Ensuite, avec des circonstances aggravantes, et notamment pour les femmes, des viols, des tortures, des mutilations avant de les tuer. Apparemment, mais bon, les enquêtes le diront, ça a été prémédité, ces tortures, ces viols, et pour finir par des tueries, voire des exhibitions à Gaza de corps dénudés, tout ça. Je veux dire, ça a été prémédité et dirigé contre les femmes, mais bon, quand on voit qu'il y a eu un bébé dans un four, je veux dire, c'est pas rien. Quand on connaît la charte du Hamas, on sait que c'était, je dirais, un début de génocide. En tout cas, il y a une visée génocidaire. Ça qu'on ne peut pas nier. Et voilà, moi, je m'arrêterai là. Maître Elbaz. Alors oui, je tiens déjà à dire que pour la légitimité du propos, je ne suis pas une spécialiste du droit pénal international, mais j'ai le regard de l'avocate, le regard de la femme engagée sur ces sujets. On ne va pas, en 5 minutes, donner les qualifications juridiques. Qu'est-ce que c'est des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou un génocide? Il n'en demeure pas moins que le pogrom du 7 octobre, qui vise des femmes israéliennes, qui vise des femmes parce que juives, a une qualification juridique extrêmement grave et que évidemment, si on se réfère au statut du traité de Rome, qui est le statut de la Cour pénale internationale, qui vise le viol comme crime contre l'humanité, je crois que c'est pas faire un excès de langage que de qualifier les violences faites aux femmes. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait peut-être des enfants adultères. Effectivement, c'est extrêmement grave, même pour des adultes d'entendre. Il y a des mutilations, il y a des seins coupés. Là, la documentation commence à arriver, les témoignages arrivent, voilà. Des ciseaux plantés dans le vagin d'une femme victime, plusieurs récits qui sont documentés. On sait très bien que sur les violences sexuelles faites aux femmes et les viols, la parole, elle est interdite parfois pendant des années. Le problème, c'est que ça va être le recueil de la preuve sur les survivantes. Il peut prendre du temps parce qu'on ne peut pas brutaliser psychologiquement des victimes, des femmes victimes de viols de cette ampleur. Et les témoins. Alors les témoins, ça est... Premièrement, ça arrive encore. On voit les documentations qui arrivent sur les témoins qui travaillent dans les morgues israéliennes, qui ont pris des vidéos, qui ont pris des photos et qui documentent ce que je vous dis justement. J'entendais encore ce matin le récit absolument accablant et épouvantable à entendre d'un ciseau dans le vagin d'une femme victime, de mutilation sur le corps des femmes, sur les parties sexuelles. Aussi. Alors les décapitations et effectivement des femmes victimes qui
les corps qui ont été retrouvés avec des vêtements enlevés sur la partie haute du corps et la partie basse. Et on a tous en tête, malheureusement, cette photo de cette jeune fille avec le pantalon taché de sang qui ce film même, puisque on la filme de propagande du Hamas, qui ne laisse aucune équivoque, malheureusement, sur le crime sexuel dont elle a été victime. Donc, effectivement, je pense qu'on peut, sans abuser sur les mots, parler de crime contre l'humanité. Et il y a des actions en justice qui sont déjà diligentées, Galina Elbaz? Alors, pareillement, moi je pense qu'on a tout un groupe d'actions qui peuvent se mettre en place, saisir une Cour pénale internationale. Il y a une compétence universelle en matière de crimes contre l'humanité. À cet égard, il y a eu plusieurs dépôts de plainte en France devant le parquet national antiterroriste de victimes directes des faits du 7 octobre. À ma connaissance, pas encore des femmes, mais plusieurs victimes ont saisi ce parquet pour crimes contre l'humanité, je tiens à le dire. Et l'ALICRA s'est associée à ces plaintes en se constituant aussi aux côtés des victimes. Nous tenons à faire reconnaître le crime contre l'humanité. Évidemment, et vous le savez, il y a déjà, hélas, plus de 40 victimes franco-israéliennes, et la compétence des juridictions françaises peut être retenue du fait de la nationalité des victimes, et j'ai même envie de dire, du fait du caractère universel du crime contre l'humanité, il y a une compétence universelle. Donc, il y aura une batterie de procédures qui se mettront en place, et en France, et en Israël, et la procédure française viendra en support de la procédure israélienne ou de la procédure internationale. Je pense que toutes les juridictions peuvent se mettre en branle pour aider à documenter et à fournir de la preuve. Ouais. La première étape, c'est l'enquête. Depuis le 14 novembre, me semble-t-il, il y a une enquête de la police israélienne, mais ça prend du temps pour les médecins légistes aussi, parce que pour beaucoup de cas de viol, eh bien, il n'y a que la parole des témoins, parce qu'il n'y a plus de victimes. Ces victimes sont décédées. C'est aux médecins légistes qu'il faut faire. D'ailleurs, on apprend petit à petit un certain nombre d'informations encore plus délirantes ou effroyables, puisqu'on parle des viols. On apprend, et c'est documenté aussi, que y compris les hommes ont été violés et massacrés. Ça, c'est une donnée importante aussi. Alors, moi, le premier jour où j'apprends ce pogrom du 7 octobre, je pense évidemment tout de suite aux violences sexuelles faites sur les femmes. J'y pense à la minute où j'apprends la nouvelle. Et en deuxième temps, je pense aussi aux violences sexuelles qui vont être perpétrées sur les hommes. Vous avez peut-être connaissance d'un livre qui s'appelle le génocide voilé, qui parle de Tida Ndiaye, qui parle de l'émasculation des Noirs, des populations africaines au XIIe ou XIIIe siècle, il me semble. Et c'est aussi une arme génocidaire, parce que dans la finalité du génocide, c'est justement l'annihilation totale d'un peuple. Ça passe par le corps des femmes et aussi le corps des hommes. L'émasculation. Alors, on apprendra sans doute dans les mois qui viennent si les victimes ont la force de parler, mais effectivement, j'ai entendu, comme vous, des témoignages sur les violences faites aux hommes. Arlette Zilbert, vous avez aussi vous portez un regard sur les organisations féministes. Et là, elles se déchirent. Et là, il y a tout et son contraire. Alors, elles se déchirent. Faut pas se leurrer. Faut pas se leurrer. Ça fait déjà des années que le mouvement féministe a dévié, on va dire, a dévié de sa cause première, qui est tout de même l'émancipation des femmes. Ça, c'est terrible. C'est terrible parce que le mal qu'elles font au féminisme, le mal qu'elles font aux droits des femmes, voilà, on est actuellement dans moi je les appelle aujourd'hui, des féministes identitaires. Identitaire. En fait, ce qui nous amène aussi à parler spécifiquement de ce sujet, c'est aussi évidemment les conséquences que ça a dans le monde, au plan international et en France en particulier. On va revenir sur un épisode extrêmement désagréable, pour utiliser un euphémisme, cette manifestation contre les féminicides, et dans laquelle s'est invité, à juste titre, me semble-t-il, une organisation justement de soutien aux femmes massacrés, violés en Israël le 7 octobre. Et dans cette manifestation, ce qui est assez hallucinant, on a fait sortir des militants, entre guillemets, des droits de l'homme, on fait sortir ces manifestantes au motif qu'il ne s'agissait pas du problème général. Ça, c'était extrêmement choquant pour nos auditeurs. Comment vous l'expliquez? Peut-être, je ne sais pas, Galina Elbaz. On est vraiment Arlette qui était présente, je crois qu'elle va parler qui va nous raconter peut-être cette expérience, parce que là, j'imagine, c'est une double violence. Alors, une double violence, bien sûr.
Mais en fait, c'est pas étonnant. Il suffisait d'aller sur le site de Nous Toutes, puisque c'est le collectif Nous Toutes qui a organisé la manifestation du 25 novembre. Il suffisait d'aller sur le site de Nous Toutes pour comprendre que ça allait mal se passer. Que ça allait très mal se passer. Qu'est-ce qu'il y a décrit dans l'appel à manifester ? Nous, organisations féministes, afroféministes, transféministes, LGBTQIA+, antiracistes, antivalidistes et anti-grossophobie. Voilà, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Ce qui veut dire que il y a les féministes plus on saucissonne. On saucissonne. C'est pour ça que je les appelle les féministes identitaires. Parce que, par exemple, l'antiracisme, les afroféministes, elles ont une idée de leur discrimination qui écrase toutes les autres discriminations. Et donc là, on ajoute et ci et ça, et la grossophobie. Je veux dire, ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Maintenant, ça a le mérite de pouvoir avoir beaucoup de monde dans inclusif, à l'exception des femmes juives. On a entendu à l'exception des femmes juives. Je crois que vous avez utilisé MeToo, sauf les juives. Comment vous expliquez ça? Unless you are Jew. Bien sûr, parce qu'elles ont essayé, le collectif 7 octobre ou nous vivrons, le collectif Nous Vivrons, elles ont essayé de s'imposer en amont de cette manifestation, dans la manifestation. Et on les a un peu ignorées. On les a ignorés. Je veux dire, moi, féministe, que j'aurais voulu, dans une manifestation internationale quand même, qui doit se situer sur l'international, avoir en première ligne, par exemple, les Iraniennes. Par exemple, effectivement, les femmes juives ou israéliennes. Par exemple, des endroits au Soudan, puisqu'on voit ce qui se passe au Soudan aujourd'hui. Je veux dire, on met en avant les femmes qui se battent dans des régions les plus où elles sont le plus discriminées, le plus torturées, violées. Le carnage et le viol. Oui. Absolument. Or là, ça n'est absolument pas le cas. Absolument pas le cas. Donc, ces femmes, elles ont dit, qui sont issues, faut le dire, moi j'étais assez étonnée, fallait voir le slogan. Je veux dire, elles sont issues de manifestations féministes d'antan. Il y en a, mais des jeunes quand même, à mon avis, la trentaine, qui criaient « Nous sommes fiers, nous sommes fortes, nous sommes juives » et en colère. Voilà un des slogans ce sont des slogans. Silence, le ramasse-viol. Ça n'a pas plu aux organisatrices. Ça n'a pas plu. Ce qui n'a pas plu, c'est le mot juif. À mon avis, oui. À mon avis, oui. Parce qu'elles sont identitaires, mais il y a une limite. Et effectivement, elles ont essayé de rentrer dans la manifestation. Il y avait un cortège officiel, donc c'était pas possible. Un deuxième cortège qui était inondé de drapeaux palestiniens quand même. Et ça, faut le dire. Et je veux dire, si nous ne sommes pas, moi j'étais avec elle, et si nous ne sommes pas rentrés dans ce deuxième cortège à la fin, c'est parce qu'on en a été empêchés et que la police nous a dit, écoutez, peut-être vu ce qui se passe, pour votre sécurité, il vaut mieux ne pas manifester aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire la comparaison justement, vous vous occupez de la LICRA, vous êtes présidente, vice-présidente de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Parfois, des organisations antiracistes, ne s'associent pas à vos combats contre l'antisémitisme. Il y a un problème de ce genre-là? Alors oui, j'écoutais Arlette avec attention parce qu'en réalité, s'agissant des victimes juives, on se rend compte qu'il y a un révisionnisme parfois en temps réel et ce glissement, il est de plus en plus permanent, qui fait que le juif aujourd'hui, ou la femme juive, ne peut plus être perçue comme une victime. Et parce qu'il est tout de suite placé dans l'imaginaire collectif de ces nouveaux antiracistes, de ces nouvelles femmes féministes, comme un dominant, une personne qui est au-dessus, qui a un statut de privilégié, qui l'empêche d'être une victime. Alors c'est un impensé, mais qui l'empêche à tel point d'être une victime que même face à des images
d'horreur, oui. des preuves documentées, des vidéos de propagande du Hamas qui sont diffusées même pas par le Hamas lui-même, eh bien ces féministes-là, on arrive à être dans le déni du réel. Alors oui, ces associations, elles viennent pas toujours nous soutenir. J'ai malheureusement pour preuve le procès de l'hypercachère qui m'avait marqué, parce qu'effectivement, on n'avait pas sur les bancs des partis civils la Ligue des droits de l'homme. Bah, c'est quand même alors qu'on avait effectivement un crime terroriste. Par ailleurs, sur l'invisibilisation du corps des femmes juives et donc des violences et des viols qu'elles ont subis, les féministes, elles sont pas au rendez-vous. L'ONU Femmes n'est pas au rendez-vous. J'allais vous le dire. Il y a le déni des institutions internationales aussi, qui a été, comment dire, expliqué aussi par des Israéliens, des Israéliennes qui se sont réunis et qui ont dénoncé, voilà, c'est le terme que je voulais, le silence de l'ONU. Face à cela. Oui, silence accablant, et par rapport à ces violences sexuelles et ces viols massifs qui sont le viol est un crime, est une arme de guerre. Et il va falloir le dire, les femmes israéliennes sont touchées. Hier, c'était les femmes yézidis. Et pareil, ces féministes, on les a pas vues sortir dans la rue. Effectivement, c'est très choquant, à part le film de Caroline Fourès, qui est un film qui documente, eh bien, il n'y a pas eu d'engagement. C'est aussi un tabou ultime, le viol comme arme de guerre et comme arme terroriste. Et j'ajoute aussi qu'il y a des recherches sur le sujet. Les viols systématiques aussi qui ont eu lieu pendant la Shoah, c'est aussi un sujet qui a été invisibilisé. Et je crois qu'il va revenir un petit peu en surface, cette douleur-là va revenir en surface avec le viol des femmes israéliennes. C'est un sujet qui a été invisibilisé même dans le cadre des procès qui ont eu lieu en France. Les femmes étaient venues témoigner à la barre et sur les violences sexuelles qu'elles avaient subies, elles avaient été interdites de parole. Alors pour changer les choses, il nous reste une petite minute. Que faire pour enfin que ce soit reconnu? Les médias, les manifestations, Arlette, une idée peut-être, le droit. Moi, je crois qu'il y a nous en tant que militantes, ce qu'on peut, c'est un travail universel, c'est un combat universel de ne pas tomber dans la déshumanisation. Voilà, il faut lutter contre la déshumanisation. Et là, on a une déshumanisation, une humiliation. Bon, le viol est une humiliation, mais aussi il peut se faire que s'il y a déshumanisation des personnes qui ont été violées. Et moi, je crois que si on se bat pas contre l'antisémitisme, d'où qu'il vienne. Le cœur, c'est bien l'antisémitisme. Voilà, le cœur, c'est l'antisémitisme. Et si on ne se bat pas contre l'antisémitisme, on ne pourra pas se battre contre la déshumanisation des femmes israéliennes, des femmes juives. Merci à vous deux d'être avec nous ce matin pour parler de ces sujets. Je rappelle que nous étions en compagnie d'Arlette Silbert, qui est féministe et femme engagée, ainsi que maître Galina Elbaz, avocate et vice-présidente de la LICRA. Merci mesdames et à bientôt. Merci.